Bonjour et bienvenue dans Allo, j'ai une question. Moi, c'est Pierre Minelli, UX designer. Moi, c'est Laetitia Grosjean, Mobile Product Designer. Aujourd'hui, on va traiter différentes questions qui seront assez spécialisées sur la relation qu'on peut avoir entre UX designer et les différentes parties prenantes qu'on peut rencontrer, des développeurs, des graphistes, des PO, des PM. Et on va pouvoir se lancer tout de suite, d'ailleurs. Laetitia, est-ce que tu as une première question à nous soumettre ? Oui, j'ai une première question. Je suis en pleine recherche d'emploi et j'aimerais savoir quels sont les types de structures qui existent pour une design team. Alors là, du coup, on va se référer à l'article très très bien écrit de Norman Nielsen. J'espère que je le dis dans le bon sens, j'ai toujours un doute. Nielsen Norman, parfait, je le dis jamais dans le bon sens. Donc on vous mettra le lien en description, bien entendu, qui explique du coup 3 modèles de design team qui peut exister. Donc il y a une première équipe qui est l'équipe qui est centralisée, donc un UX manager, un lead design, appelez-le comme vous voulez, ça dépend de chaque organisation, qui chapeautera plusieurs designers, et ces designers seront envoyés dans plusieurs teams, en fonction du projet, en fonction de la business line, en fonction de plein de choses. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Si je prends un des avantages, c'est que du coup, le design est pris à un high level puisque chaque partie prenante de la design team est au courant de ce qui se passe chez son voisin, peut répliquer, dupliquer, corriger. Donc ça peut être fait tous ensemble. Un des inconvénients, c'est que on peut un peu perdre le lien avec certaines équipes qui se sentent un peu dépendantes de ce qui peut parfois être appelé à tort un studio, et avoir ce côté un peu, c'est les designers, ils sont dans leur bulle, ils ont fait ça, mais voilà, nous on fait notre truc. La deuxième structure qui existe, c'est la team qui est décentralisée. Donc là, c'est un designer qui travaille pour chaque équipe, avec ou non un UX lead ou un UX manager ou un head of design au-dessus de tout le monde. Donc c'est une bonne opportunité, donc à l'inverse de la team centralisée, d'avoir une confiance accrue dans son équipe et créer des opportunités, parce qu'on est au sein de l'équipe, donc on voit les choses se passer. Mais le principal défaut, c'est qu'il faut autant de designers qu'il y a d'équipes, et c'est pas toujours possible en fonction des budgets, en fonction de la structure de l'entreprise. Ouais, c'est toujours aussi super compliqué d'avoir une cohérence dans ce que tous les UX designers vont faire dans les différents projets, et malheureusement il peut y avoir des UX designers qui fassent vivre une mauvaise expérience à un projet et donc impactent un petit peu sur la manière dont prochainement des PO ou des PM vont faire appel à des UX. Il y a un manque de contrôle, je trouve. Oui, totalement. Alors la dernière structure, on l'appelle la structure en matrix. Chaque UX designer qui est dans un projet est chapeauté par un manager du projet. Et au-delà de ça, tous les UX designers de l'entreprise sont chapeautés par un UX manager. Donc c'est intéressant puisque on va avoir un manager qui voit tout ce qui se passe dans les différents projets. Et on va avoir un autre manager qui, lui, va être vraiment attitré au projet et va pouvoir gérer ces 3-4 UX pour répondre aux attentes du projet. La principale difficulté, c'est pour le petit maillon de la chaîne, l'UX designer qui est au milieu, qui lui est tiré entre deux, entre le manager de son projet et le manager de son entreprise, de manière un peu plus large, ce qui est intéressant puisqu'il aura 2 sons de cloche, il aura, si le lien entre le manager du projet et le manager plutôt des UX designers de l'entreprise est bien fait, ils parasiteront pas le discours qu'ils peuvent donner à cet UX designer qui est à la plus petite maille de la chaîne, mais globalement ça peut quand même germer des gros problèmes de prise de décision, parce que forcément qu'on a 2 personnes qui sont pas forcément en raccord par rapport au choix à prendre, derrière quand on doit appliquer les choses, on va pas contenter tout le monde. Donc en conclusion de ces trois modèles qui existent, il n'y a pas un bon modèle ou un mauvais modèle. Chaque modèle sera bien dans un contexte donné, en fonction de l'organisation générale de l'entreprise, en fonction des gens qui font partie de l'équipe. Donc si vous êtes confronté à un modèle, moulez-vous dedans, essayez de voir, de découvrir. Si au contraire vous constatez qu'un modèle ne fonctionne pas, du coup vous connaissez les 2 autres pour éventuellement le proposer et proposer un changement de structure. Alors je te propose qu'on passe à la question suivante, sauf si tu veux rajouter un dernier point.
Et oui, une dernière chose, donc si tu es en pleine recherche d'emploi, alors là, ça va te permettre de détecter un petit peu le modèle sous lequel tu vas intégrer l'équipe, mais aussi n'hésite pas, si tu es dans un modèle un peu comme le Matrix à la fin, où tu vas avoir vraiment deux managers, un projet et un plutôt sur l'entreprise en général, n'hésite pas à challenger un petit peu ces managers-là pour savoir comment ils travaillent entre eux, quel est leur point de vue, quelle est leur vision de l'UX. Ça te donnera un petit peu une tonalité sur la manière dont tu vas vivre l'expérience entre ces deux managers. Et t'inquiète pas, ils vont pas mal le prendre, puisque globalement, ils vont être un petit peu flattés que tu commences à rentrer dans le concret de la relation que tu vas vivre avec eux dans le projet. Donc, n'hésite pas à vraiment mettre les pieds dans le plat par rapport à ça. Et toi, ça te donnera des informations cruciales par rapport au fait que tu vas bien vivre ton expérience ou pas avec eux. Bah, je te propose qu'on passe à la question suivante. Ouais, c'est parti. Je me lance dans un projet en freelance. Malheureusement, je n'ai pas de contact avec l'équipe. Comment m'assurer que les devs vont pouvoir intégrer facilement mes écrans ? Ouais, alors ça c'est quelque chose qui peut faire un peu peur parce que effectivement quand on est en freelance on a besoin d'être rassuré sur le fait que notre travail aura un impact, et aussi globalement si on vient nous chercher c'est qu'on souhaite faire quelque chose en one shot souvent, et une fois qu'on aura livré ça à notre client, globalement notre client va vivre son projet et on sera plus forcément en relation avec lui. Donc pour vous arriver en tant que réel professionnel qui, on va dire, réfléchit un peu à toutes les conséquences de son travail, il va falloir que vous puissiez préparer différents éléments de discours dans les présentations que vous allez faire. Alors ça dépend bien entendu de la presta qui est à faire, hein. Si on vous demande une presta de recherche pure et que vous êtes dans une phase de cadrage, bien entendu vous n'allez pas communiquer avec des développeurs tout de suite. Par contre, si on vous demande des choses qui vont impacter des écrans et littéralement vous allez devoir créer potentiellement de la nouvelle matière qui sera développée par la suite, commencez à mettre un peu un cadre. Est-ce que globalement il y a par exemple un design system qui sera effectué là? Si tu me poses cette question là, c'est que globalement tu ne dois pas en avoir, donc tu vas commencer à amener des éléments peut-être systémiques qui vont permettre de comprendre que tel bouton aura telle forme, telle taille, telle présence. Assure-toi que le travail que tu vas faire soit dans un outil qui puisse être vu par les développeurs. Par exemple, si tu utilises Figma ou XD, ne livre pas simplement des écrans en PNG ou en JPEG, livre carrément le fichier. Ça permettra aux développeurs d'aller plonger à l'intérieur de Figma et d'aller voir le CSS et d'aller voir différentes informations. Donc ça, c'est des choses que tu dois t'assurer, c'est-à-dire que la livraison comprenne l'ensemble des informations qui lui seront nécessaires pour pouvoir faire son travail. Et en tant que UX designer, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire gagner énormément de temps à un développeur. Et pour ça, il faut s'assurer qu'il puisse aussi parler un petit peu notre langage. Et donc, voilà, n'hésite pas, si tu as la possibilité, d'aller rencontrer cette personne-là et de lui demander globalement quelles sont ses appétences par rapport à des outils comme on a dans le design. Donc je te parle principalement de Figma, qui fera très bien le taf. Donc ces outils-là, ou alors la manière dont lui attendrait d'avoir des composants, peut-être avec une structure un peu détaillée. Ça va te permettre d'affiner un petit peu la prestation que tu vas lancer avec ce client-là. Et si tu n'as pas la possibilité de faire ça, n'hésite pas dans tes livrables à avoir quelques éléments qui tendent vers ce discours-là, donc ce discours que tu pourras avoir avec un point de vue un peu plus technique. Donc voilà, si tu fais un principal conseil, essaye d'interagir avec eux, si c'est possible, sinon vraiment essaye de te protéger au maximum. Je rajouterais, si c'est pas possible, il y a quelque chose qu'on a mis en place, c'est dans les fichiers qui peuvent être consultés par les développeurs, donc soit Sketch, soit Figma, de mettre carrément une note dans un des fichiers et dire voilà, mon fichier fonctionne comme ça, pour l'analyser il faut cliquer là, pour ouvrir le machin il faut cliquer là, la couleur est disponible à tel endroit, et comme ça le développeur pourra voir concrètement comment ça fonctionne. Donc, ne pas hésiter à faire une FAQ ou un espèce de tutoriel intégré dans le fichier pour lui simplifier la vie au maximum. Ouais, t'as tout à fait raison, et en plus c'est pas peine perdue d'avoir fait ça, hein. Tu le fais une fois et tu vas derrière pouvoir le réutiliser sur d'autres projets, donc c'est excellent conseil. Ouais, tout à fait.
Et à la toute fin du projet, une chose que j'aime bien faire, c'est si possible demander aux devs de me montrer. Donc avant la livraison, avant que les utilisateurs finaux le voient, qu'eux me montrent et que je puisse faire une comparaison et avoir une discussion en fait ouverte avec eux, de dire ok, vous l'avez codé comme ça, c'est pas exactement ce qui était sur les maquettes, mais pour X raisons, on va le livrer comme ça parce que pour des problèmes techniques, pour des problèmes de rapidité, on va laisser comme ça, ou alors au contraire, alerte rouge, il faut tout changer, c'était pas ce qu'on avait convenu. Ouais, c'est intéressant d'avoir cette... ça, parce que toi, tu bosses en interne, et donc du coup, tu es à l'intérieur même du projet. Avoir cette réflexion en tant que freelance, c'est aussi essentiel, parce que on voit potentiellement la prestation comme étant un one-shot qui va durer 1 mois et c'est fini. Et sauf que derrière, ouais, il y a ce moment de développement et il y aura un moment de revue qui sera important à faire. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire dans mes prestations, c'est d'intégrer en fait ces différentes temporalités et dire que voilà, la prestation c'est celle-là, mais elle comprend 1 mois de travail de mon côté en autonomie avec un livrable qui sera celui-ci, et on se retrouvera dans 2 mois quand vous aurez fini le développement pour faire une revue et que je puisse avoir un échange avec l'équipe de dev, quitte à faire quelques corrections ou alors comprendre pourquoi certaines choses ont été abandonnées. Donc n'hésitez pas à scinder un petit peu votre prestation pour aussi garder un contact très, très proche avec le client, et vraiment il sera ravi de vous faire confiance par rapport à ça, parce que globalement vous commencez à intégrer le projet et c'est pas forcément ce qu'il imaginait dès le début, et ça montrera aussi votre envie de faire partie de cette aventure, donc il vous dira jamais non en tout cas. Ouais, très juste. Donc la 3e question aujourd'hui est: je vais bientôt commencer une nouvelle mission dans une équipe agile, qu'est-ce que c'est et comment trouver ma place? Donc une équipe agile, traditionnellement, c'est composé de 3 pôles, on va dire ça comme ça. Il y a d'un côté les personnes qui définissent comment le produit va répondre aux attentes utilisateurs, donc ça inclut les product owners, les product managers, par extension les designers. Il y a un deuxième pôle qui est les gens qui facilitent les échanges et les améliorations, donc là c'est plutôt les Scrum Masters. Et enfin, le dernier pôle, c'est les gens qui vont réaliser le produit, donc c'est tout ce qui est l'équipe des devs, les QA, donc les QA c'est les gens qui réalisent les tests, qui s'assurent de la qualité du produit. Et donc, la manière de trouver sa place dans une équipe agile, c'est de simplement se rapprocher de ceux qui définissent le produit, donc les product owners, les product managers, qui vont nous aider en tant que designer quand on arrive nouvellement dans une équipe, à être présenté aux 2 autres pôles pour voir comment ça fonctionne. Après, chaque équipe a un peu son mode de fonctionnement, donc il faut d'abord un petit peu observer et voir comment on peut aider le produit à être amélioré. Et une équipe agile aussi, c'est un peu plus, de manière beaucoup plus étendue, d'autres gens qui vont interagir avec nous. Donc on va avoir une équipe qu'on considère traditionnellement comme le pilotage, donc c'est les gens qui sponsorisent le projet, c'est la direction au-dessus. Ensuite il y a toute la partie métier, donc les experts du métier, ceux qui ont d'autres liens avec d'autres équipes agiles, donc les autres PO, les autres managers, qui permettent de faire un lien s'il y a des dépendances au sein d'un même produit. Les équipes techniques aussi, donc ça peut être des architectes qui ont une vision globale sur toute l'entreprise et pas simplement sur notre produit. Et enfin, le lien avec les utilisateurs, donc là ça va être notre partie à nous, où en tant que designer, on doit faire les points de contact entre les utilisateurs et l'équipe agile dans sa globalité pour que tout le monde ait les informations afin de construire le meilleur produit. Est-ce que j'oublie quelque chose, Pierre ? Non, c'est très clair, et en tout cas, la dernière chose que tu as dit par rapport aux utilisateurs, c'est que sans nous, en fait, ils sont pas intégrés dans cette démarche, et c'est extrêmement important de prendre ça en compte, et que tout un chacun puisse venir vers vous en tant que UX designer pour améliorer un petit peu leur prise de décision de la part des utilisateurs, parce que vous êtes vraiment le seul point de contact. Après, tu parlais du métier. Globalement, normalement, eux, ils ont une connaissance des usagers, et c'est intéressant, mais malheureusement, ils sont biaisés et ils n'ont pas les compétences que nous, on a pour se détacher un petit peu de ce biais de connaissances personnelles de l'utilisateur. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, qui est comment trouver ma place, la première chose que vous pouvez faire dans les premières semaines, c'est de vous faire une carte de qui est qui est du métier, qui est de la technique, qui est des équipes de dev, pour un peu vous
positionner par rapport à tout le monde et de mieux comprendre qui fait quoi. Donc vous pouvez préparer en amont cette carte, en fait, de la créer de manière un peu artificielle et théorique, pour après mettre des noms derrière et plus facilement savoir à qui vous devez vous adresser quand vous avez une question qui recouvre un sujet en particulier. Ouais, je vous invite à aller voir le talk qu'on a fait sur maturité UX et date UX, qui est très intéressant sur cet axe-là pour se demander en fait quel est le niveau de maturité des différents interlocuteurs que j'ai en face de moi, et ça va vous permettre d'aborder encore plus ce mapping des stakeholders qui sont présents. Alors la prochaine question qu'on a, dans un contexte agile, le métier m'a commandé une étude. Je dois réaliser sa présentation devant tout le projet et je ne sais pas comment m'assurer que la DSI va prendre en considération mes recommandations. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent. Pour pouvoir te donner un peu mon regard par rapport à ça. Comme tu disais, Laetitia, on a différents pôles de personnes qui vont interagir avec le projet. Le métier, donc c'est principalement eux qui voient les usages et ont envie d'amener les usages au plus proche de ce que le produit et la solution vont apporter. Et donc ils ont des fois des convictions. Et ces convictions, vous êtes là un peu pour les challenger, et donc c'est extrêmement important. Une fois que vous les avez challengés, vous allez bien sûr converger vers des recommandations qui sont importantes, et dans certains cas, comme tu nous l'as demandé, amener à avoir des modifications qui vont avoir lieu dans les différentes interfaces, ou alors simplement se rendre compte qu'il y a un problème et qu'on va devoir essayer d'effectuer potentiellement un atelier ou alors des sessions de travail, ça dépend de la liberté que vous avez, pour diverger et reconverger vers quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose que toi tu vas voir, tu vas t'en rendre compte très rapidement de l'envergure de tes recommandations. Mon plus grand conseil, c'est d'anticiper au maximum les étapes qui vont suivre. C'est-à-dire que tes recommandations vont amener à ce qu'il y ait des échanges avec différentes parties prenantes du projet qui est en agile. Tu vas devoir donc bien t'assurer que ces échanges vont être structurés, donc à toi de caler des prochaines réunions, de caler des moments de travail et des ateliers. Pour ça, rapproche-toi de ton PO, de ton PM, qui va être là potentiellement pour t'appuyer et renforcer un peu la prise de décision, qui va être celle de caler cette nouvelle itération ou ce nouveau moment de réflexion dans la vie du projet et dans sa conception. Responsabilise-toi de cette manière-là en disant pour la suite des choses, il me faut tant de réunions, tant d'ateliers, tant de moments pour prendre le temps de traiter la matière, l'analyser et tendre vers quelque chose d'utilisable. Et surtout, rapproche-toi de la personne qui va t'aider à organiser de manière un peu plus temporelle les différents éléments, les différentes réunions. Une fois que tu as fait ça, on va dire tout va rouler, il ne manque plus qu'à justifier le pourquoi du comment tu vas faire ces réunions-là. Et là, rentre dans un dialogue et un discours qui utilise des éléments de vocabulaire des personnes qui vont avoir à mener les actions derrière. Et là, c'est important que tu aies connaissance de ce que le monde de la DSI, donc globalement les différents développeurs qui vont travailler dessus, vont avoir besoin, pour leur faire prendre conscience que à la sortie de ces différents enchaînements d'ateliers par exemple, il y aura des livrables qui seront qui auront telle et telle chose, telle et telle spécificité, et ils comprendront tout de suite l'intérêt que ça va avoir pour eux pour simplifier leur travail. Donc voilà, à partir du moment que tu as fait ça, tu as totalement sécurisé la suite de tes recommandations, et on n'est pas là en train de justifier, de discuter, puisqu'au final, le savoir, c'est toi qui l'as apporté, c'est toi qui as apporté l'analyse. Maintenant, il restait juste à programmer la suite. En faisant ça, personnellement, j'ai jamais eu de problème, et ça s'est toujours très très bien passé. Ouais. J'ajouterais à ça aussi, lors d'une présentation vraiment importante face à des gens qui connaissent pas forcément nos métiers, qui sont pas forcément sensibilisés, une part importante de notre projet, c'est l'évangélisation. Et une des choses qui moi m'a le plus aidé, c'est de me dire, ok, j'ai un discours qui est très long ou qui est très compliqué, quelles sont les 3 informations clés avec lesquels je veux que les gens repartent et qu'ils aient vraiment compris c'est quoi le 10% de mon message qui doit vraiment être conservé et sur lequel je vais tourner en boucle en disant
Je me répète, mais comme dit précédemment, ce truc-là, c'est important. Mais il faut réussir en amont à identifier quelles sont les 3 choses importantes ou les 10% de choses importantes dans votre discours que vous voulez transmettre. Je te propose qu'on passe à la question suivante. Alors, j'arrive dans une start-up qui ne compte que des devs. Comment je vais pouvoir travailler avec eux et comment anticiper la suite ? Alors je peux permettre de répondre parce que ça c'est des enjeux de process qui sont assez importants à avoir. Tout UX designer va avoir besoin de travailler avec les équipes qui vont développer le produit. Donc pour ça, vous devez avoir la possibilité d'être assez pédagogue par rapport aux outils que vous utilisez, aux livrables que vous allez apporter, et aussi vous adapter aux attentes des différentes personnes qui vont consulter vos contenus. Donc pour ça, il y a une seule solution, c'est d'aller les rencontrer, de discuter avec eux et de commencer à comprendre un petit peu comment ils abordent votre métier et comment eux ils vont aborder la suite des choses. On a aujourd'hui des outils qui sont extrêmement puissants de conception qui vont permettre aux développeurs de gagner aussi un temps infini pour pouvoir extraire des éléments vraiment clés en main, ou du CSS ou différentes choses comme ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Après, il faut qu'ils sachent comment aller dans ces outils-là. Et surtout, il faut rendre ces livrables et ces outils très clairs. Et on en parlait un petit peu au début du podcast, Laetitia, quand tu nous racontais d'avoir des fiches explicatives, comment manipuler les outils, comment se servir, comment le comprendre. Donc ça, c'est essentiel. Après, ce que je te conseillerais, c'est aussi de te projeter un petit peu. Alors, bon, je sais pas dans quelles conditions tu as rejoint cette startup, mais globalement, ça va être quelque chose qui, pour toi, sera essentiel. Est-ce que tu veux rester dans cette startup ? Est-ce que tu veux prendre de la hauteur ? Ou est-ce que tu veux vivre ton expérience et puis partir ailleurs ? Sachant que le modèle de développement d'une startup va amener, normalement, si tout se passe bien, l'entreprise à grossir et faire un x2, x3, x4, très certainement en termes d'employés. Ce qui veut dire que là, tu es tout seul en tant que UX designer. Très rapidement, tu vas être accompagné d'autres UX designers. Et quelle est ta posture vis-à-vis de ça ? Est-ce que tu veux simplement être d'égal à égal avec eux ou commencer à t'implanter plutôt sur un poste de lead UX et d'avoir un axe plutôt managérial ? Ça va être important de le comprendre, puisque soit tu réponds aux différents besoins avec vraiment tous les outils, tout l'outillage qu'on peut avoir en tant que UX designer, et puis tu fais ton job, soit tu commences à préparer un terreau un peu fertile pour l'arrivée des autres, et donc tu commences à créer vraiment toute une librairie de la recherche qui a lieu, tu commences à réfléchir vraiment d'une manière d'un design system, mais qui soit pédagogique aussi pour les UX tant que pour les devs et pour le POPM. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux amener comme trace dans cette startup et comment toi tu vas te positionner par la suite. C'est l'élément très important à prendre en compte parce que c'est de l'énergie que tu vas déployer, de l'énergie que tu déploies pour référencer l'ensemble de la connaissance. C'est quelque chose que tu vas faire et qui t'empêchera de déployer du temps à faire des actions plus concrètes. Donc voilà, faut te positionner vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que tu veux laisser ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Où est-ce que tu vas amener ta carrière dans cette entreprise ? Et par la suite, tu auras une vision très très claire du temps à déployer. Ouais, tout à fait. C'est super important d'avoir une vision comme ça, à minimum moyen terme. Et je rajouterais aussi sur un morceau de la question qui dit « ne compte que des devs ». Les devs, c'est pas une population homogène. Certains devs ont des expertises dans des domaines spécifiques, d'autres ont des appétences sur d'autres particularités, et certains ont au contraire pas forcément une expertise ou une appétence, mais ils ont envie de quelque chose. Il faut réussir à définir ces points-là, un peu comme lorsqu'on a fait la carte de l'équipe agile dans laquelle on va se mettre. Il faut aussi faire une carte de qui sont les devs, quelles sont les expertises, de quoi est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour un peu pouvoir définir qui seront vos alliés dans des changements, qui au contraire fera de la résistance avec laquelle il va falloir peut-être avoir plus de pédagogie.
ça va être aussi important pour vous apprendre à communiquer en tant que designer avec des gens qui ne sont pas forcément en accord avec vous, ou parfois, dans le pire des cas, en lutte avec vous, pour pouvoir construire et surtout co-construire un produit. Tout à fait. Merci à tous pour toutes ces questions qui ont été super intéressantes. J'espère que ça vous a apporté des réponses et que ça peut faire écho à d'autres choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté pour nous poser des questions, nous demander des précisions. Voilà, Pierre, est-ce que tu veux nous parler un peu de la communauté ? Ouais, donc la communauté, on est sur Discord. Donc sur un serveur Discord, vous avez le lien bien sûr en commentaire. Vous pouvez venir échanger avec tous les membres de la communauté et les coachs aussi sont là pour vous accompagner. Pareil, en commentaire, vous allez retrouver le lien vers le Typeform qui vous permet de poser toutes les questions que vous pouvez avoir. On va pouvoir décider très rapidement avec Laetitia du prochain thème qu'on va aborder. On en a quelques-uns en tête, donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, interagissez avec la communauté en question, nous créons pas mal de choses, des outils, des échanges, donc on attend vraiment votre venue avec plaisir, et on se retrouve pour une prochaine session d'Allo, j'ai une question, très prochainement. Allez, merci Laetitia, à très bientôt. Merci Pierre, à bientôt.